Bonsoir, on se retrouve pour notre dernière séance de cet après-midi GDPS avec une table ronde de facture assez classique, puisque vous le verrez, nous aurons des intervenants et des discussions, mais sur un thème qu'on a voulu assez fondamental, c'est pourquoi lutter contre les inégalités. Non pas uniquement revenir sur la description des phénomènes, chose qui compte, mais revenir à une question quasi-philosophique. Quelles sont les raisons, quels sont les objectifs en matière de lutte contre les inégalités? Pour ce faire, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants que je vous présente par ordre alphabétique. C'est une matière aussi d'aborder les inégalités, avec Anne Brunner, qui est directrice d'études à l'Observatoire des inégalités. Peut-être aura-t-elle 25 secondes ou un peu moins pour nous dire ce qu'est l'Observatoire des inégalités. Jean-Marc Germain, qui est économiste à l'INSEE et qui a récemment fait un rapport sur la comptabilité distributionnelle pour revenir sur la façon dont on calcule la redistribution. Henri Sterdignac, que nous sommes ravis de réaccueillir, parce que ça fait longtemps qu'il n'était pas passé dans nos services EN3S, économiste à l'OFCE, et Jean-Marc Vittori, qui est à la fois éditorialiste aux Échos et pour le moment homme invisible, parce qu'il doit avoir des embouteillages de vélos. Il va nous rejoindre. Sur le problème des inégalités, d'ailleurs, tout de suite, vous pourriez me dire, et je vais commencer à recevoir des remarques immédiatement par Internet, « Ah, mais ça commence mal, il n'y a qu'une dame ». Mais je retombe sur mes pieds en vous disant que dans l'après-midi, il y a eu 5 dames au total et 4 messieurs. Donc on considère que d'un point de vue d'équité, là, on s'en sort pas trop mal, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, et je ne fais pas que dire cela d'un point de vue de sourire. Pour débuter notre affaire, je vous propose que nous fassions comme on l'a fait depuis le début de cet après-midi, sachant que ça a marché 1 fois et demie sur 2, donc on va essayer que ceci fonctionne, c'est de passer un tout petit peu de temps pour faire un nuage de mots avec une question: inégalité au pluriel, quelle priorité? Vous avez un QR code, vous prenez votre téléphone portable et vous cliquez, non pas cliquez, mais vous photographiez le QR code et ceci vous amène sur une interface Internet pas extrêmement élaboré, qui vous permet de dire ce qui vous vient à l'esprit face à une des questions qui va nous occuper cet après-midi, cette fin d'après-midi: inégalité, quelle priorité? Vous mettez un mot, 2 mots, une expression, et normalement, ça apparaît sous nos yeux. Évidemment, ça ne marche pas, c'est assez dommage, parce que c'est plutôt agréable comme technique. Vous pouvez peut-être le faire de votre côté, et nous utiliserons ce nuage de mots lorsque, j'en souris parce que Henri me regardait en souriant, en l'ayant pour la conclusion, nous aurons l'occasion de voir ce que vous aviez à l'esprit. À la différence des autres tables rondes, je vais rester ici, moi, j'abandonne mon idée de nuage de mots, ça reste dans le cloud. Ah non, ça fonctionne. Et vous voyez, alors là, ça apparaît en très gros, il y a possibilité de mettre pas mal de termes. Il y a l'éducation qui apparaît en premier lieu, on verra si ça reste le sujet principal. Si vous le répétez plusieurs fois, le mot éducation, il sera le plus gros. Et comme vous êtes quand même très nombreux sur Internet, vous avez la possibilité de nous donner pas mal de pistes, dont on ne suivra pas la totalité ici, mais qui donne une idée de l'ampleur du dossier, le dossier de priorité contre les inégalités, qui vont du droit au logement à la question que j'ai abordée à ma manière en introduction souriante sur l'égalité femmes-hommes, qui est un sujet capital, les familles monoparentales, thème préoccupant dont on a parlé tout à l'heure, tant en matière de politique familiale que de lutte contre la pauvreté. Je vois que la question de la redistribution apparaît, tant mieux. Je vous disais que nous avons un spécialiste, nous avons 2 spécialistes, 3 spécialistes et bientôt 4 spécialistes de comptabilité redistributionnelle, distributionnelle, sur la distribution des niveaux de vie et la redistribution après système socio-fiscal et plus largement après regard des conséquences de la mise en œuvre des services publics. Je vois qu'il y a des grands mots: justice, inégalité de richesse, donc c'est les mots autour des inégalités. Mais tout de même, bon, c'est une information comme une autre, c'est le terme éducation qui apparaissait en premier et qui apparaît toujours là au départ de notre table ronde. On verra si vous souhaitez y réagir. Pour fonctionner dans la table ronde, on peut arrêter notre beau nuage de mots. J'ai proposé qu'on raisonne en 3 temps. Je vous les redonne, enfin vous les connaissez, mais nos interlocuteurs derrière leurs écrans ne les connaissent pas. D'abord, pour quelles raisons faut-il lutter contre les inégalités? Ça peut sembler une évidence, ça ne semblait pas une évidence il y a quelques décennies, et dans d'autres pays, ça ne semble pas encore une évidence. Donc pour quelles raisons? Deuxième tour de table, contre quelle priorité? Non.
contre quelles inégalités mettre l'accent, contre quelles inégalités mettre la priorité. Alors, on a vu l'éducation, mais il y a d'autres sujets qui pourront venir. Et puis, troisième temps, à l'avenir ou dès maintenant, quel instrument faut-il privilégier? Alors, je propose de prendre l'ordre alphabétique pour commencer, hein, qui est à la fois un ordre élégant, là, donc ça fonctionne, un ordre galant. Pour quelles raisons faut-il lutter contre les inégalités? Anne, qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous m'invitiez à dire quelques mots de présentation de l'Observatoire. Oui, mais alors ça c'est rapide, ça c'est la pub, allez-y. Voilà, vous aurez droit pour l'INSEE, pour le FCE aussi, mais c'est plus connu. Évidemment, l'Observatoire des inégalités est beaucoup moins connu que l'INSEE et l'OFCE, puisqu'on est un organisme privé, indépendant, qui se donne pour mission de dresser un état des lieux des inégalités dans tous les domaines. Et je vous invite à visiter notre site internet, à vous abonner à notre lettre d'info, à lire nos rapports sur les inégalités pour en savoir plus. Alors, pour quelles raisons lutter contre les inégalités? C'est une question qu'on ne nous pose pas si souvent que ça, qui paraît aller soi. En effet, on pourrait même aller plus loin derrière cette question en creux. Faut-il lutter contre les inégalités? Au fond, il y a un certain nombre d'inégalités qu'on accepte assez facilement. Les inégalités de notes, par exemple, à l'école, les inégalités de salaire. Il n'est pas si évident qu'on ait envie que tout le monde, tous les élèves aient les mêmes notes, qu'un chirurgien soit payé au même salaire qu'un employé de bureau. Je pourrais parler du PDG ou de la star de foot. Voilà, la question, c'est peut-être moins faut-il lutter contre toutes les inégalités, mais que contre quelles inégalités il faut lutter. Et derrière cette question, en fait, finalement, ce qui va justifier la lutte contre les inégalités, c'est la question de la justice. C'est une question de valeur, hein, principalement. En faisant cela, je contourne d'autres arguments qui seraient possibles, que vous retiendrez peut-être, messieurs, qui pourraient être des arguments plus utilitaristes. Hein. Il peut arriver qu'on justifie la lutte contre les inégalités par d'autres arguments. C'est bon pour la croissance de lutter contre les inégalités ou que sais-je. On choisit plutôt à l'Observatoire des inégalités de se positionner sur cette question de la justice. Ça permet de faire deux choses. Ça permet de faire le tri, sans doute, c'est ce qu'on essaye de faire entre les inégalités et de chercher celles qui nous paraissent injustes. C'est de ça qu'on parle sur notre site internet et en travaillant sur le panorama des inégalités. Et puis, ça permet aussi d'éviter une difficulté qui serait le jour où ça se retourne, le jour où un économiste démontre que les inégalités sont mauvaises pour la croissance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour nous, ça reste une question de valeur, une question de justice, une question qui est largement partagées, enfin des valeurs qui sont largement partagées dans la société française. Si on regarde par exemple le baromètre d'opinion de l'adresse du ministère des Affaires sociales, eh bien on voit qu'il y a 3/4 de la population française qui trouve la société injuste. Il y en a qu'une infime minorité qui trouve qu'on n'en fait pas assez ou qu'on en fait, qu'on en fait trop pour lutter contre les inégalités. Donc ça traverse la société française bien au-delà d'un partage gauche-droite où la gauche serait pour l'égalité et la droite pour la liberté. Donc cette question de valeur, c'est vraiment le motif principal à notre sens de lutter contre les inégalités. J'ajouterais peut-être, si vous m'autorisez un dernier mot, pas le choix, là. que une petite raison qu'on pourrait ajouter, c'est qu'on en a les moyens. Notre pays est un État riche qui lutte contre les inégalités par la protection sociale et qui peut faire plus. Donc, raison de plus pour essayer de réduire cet écart qu'on constate entre des valeurs affichées au fronton de nos écoles et puis la réalité. Alors, Jean-Marc Germain, c'est une raison utilitaire ou une raison de valeur? Moi, la raison pour laquelle je pense que c'est devenu à la fois dans les sondages et dans la société, dans notre société et dans la plupart des sociétés démocratiques, un objectif partagé, c'est le déterminisme social. C'est-à-dire que si on se replonge sur un peu l'histoire politique et philosophique, en 3 mots, bien sûr, il y a des régimes qui se sont affrontés avec une vision qui mettait plus en avant les libertés, d'autres plus l'égalité, c'était les régimes communistes. Et puis un grand économiste qui s'appelle John Rawls a essayé de réconcilier un peu ces deux approches avec un raisonnement philosophique et éthique et de dire sous le voile de l'ignorance, c'est-à-dire avant de savoir dans quelle famille on a intérêt à ce qu'il y ait le moins possible d'inégalités dans la société parce qu'on risque d'être tout en bas de l'échelle. Mais en même temps, dans sa théorie, il a expliqué les deux raisons, et c'est un peu ce qu'a commencé à dire Anne Brunner, qui pourraient justifier des différences
à défaut d'accepter des inégalités. La première, ce serait que chacun ait les mêmes possibilités d'accéder aux situations les plus avantageuses dans ces situations de différence. C'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. Et la deuxième, c'est que l'existence même de ces inégalités bénéficie à tous. C'est-à-dire que d'avoir Mbappé dans l'équipe permet de faire que l'équipe gagne et que tout le monde s'en trouve mieux. Et moi, je pense que la deuxième question, c'est celle qu'on a un peu résumée avec ce mot qui n'est pas très beau d'ailleurs de ruissellement dans le débat politique un peu récent. Mais moi, je crois que c'est pour la première raison, de manière très évidente. La seconde est compliquée à trancher d'un point de vue économique. La seconde l'est pas du tout. En tout cas, les statistiques et les chiffres montrent de toute évidence que selon la situation de ses parents, on a beaucoup moins de chances d'accéder aux positions les plus avantageuses de la société. Je vais vous citer un chiffre qui est une étude de l'INSEE qui est sortie il y a 2 ans, en 2019, qui est classique. D'ailleurs, on regarde quelle est la probabilité, quand vous êtes un enfant d'ouvrier non qualifié ou d'employé, de devenir cadre. Elle est de 9%. Quand vous êtes un enfant de cadre, elle est de 53%. Ça veut dire que vous avez 6 fois moins de chances d'accéder à ce statut-là et avec tous les avantages qui vont avec. Il y a eu aussi une étude de l'OCDE qui a fait grand bruit, puisqu'on disait en France, il faut 6 générations pour partir du bas de l'échelle, des 10% les plus modestes, au milieu de l'échelle. C'était une façon un peu exagérée de présenter une réalité qui est très forte, c'est que d'une génération sur l'autre, un écart salarial en France va être maintenu à 50%. C'est-à-dire que si votre père a 6 000 € et le père de votre copain a 2 000 €, la probabilité de votre salaire, c'est 3 000 pour vous et 5 000 pour votre petit camarade dans la même classe, et quoi que vous fassiez à l'école. Et donc, je crois que c'est vraiment ça. S'il y avait une égalité des situations et des chances, et si on était tous sur la même ligne de départ, on pourrait se poser la deuxième question, est-ce que c'est utile à la société? Mais en réalité, dans la société française, comme dans les sociétés de l'OCDE, puisque les chiffres que je mentionnais, c'est l'ensemble des pays de l'OCDE, ce déterminisme est très fort. Mais ça nous ramènera aux autres questions que vous allez nous poser. Ce n'est pas une fatalité, parce que ce 50% de rémanence en France, il est par exemple que de 10% au Danemark, et ça mérite de regarder pourquoi. Parfait. Bon, j'accueille Jean-Marc Vittori, qui était coincé dans les embouteillages de Vélib parisien, et nous passons de l'OCDE à l'OFCE et de John Rawls à Henri Sterdyniak pour répondre à la même question: pourquoi lutter contre les inégalités? Je vais vous donner une première raison qui est banale, c'est que l'égalité figure dans nos principes républicains, hein, liberté, égalité, fraternité. Donc c'est un choix politique selon lequel, dans notre société, il faut de l'égalité politique, mais ça doit s'accompagner aussi de l'égalité économique. Et comme l'a dit Jean-Marc Germain, les inégalités ne sont acceptables que si elles sont justifiables par le mérite, par le travail, par l'apport au bien commun, et si elles bénéficient aux plus pauvres. Les inégalités qui sont dues à l'héritage, à la naissance, à la rente de certaines professions, aux plus-values mobilières ou immobilières, qui n'ont aucun lien avec l'apport au bien commun, sont tout à fait intolérables. Bien sûr, un certain niveau d'inégalité est nécessaire pour récompenser le mérite, le travail, l'effort, mais il doit être limité. Nous voyons que de très fortes inégalités sur le plan économique se traduisent en fait par des inégalités sur le plan politique, puisque les plus riches ont les moyens, par les médias, par les subventions aux partis politiques, d'influencer les choix politiques, ce qui renforce encore les inégalités. Il y a une seconde raison, c'est que lorsque on est dans un pays inégalitaire avec un grand nombre de pauvres, on a beaucoup d'enfants pauvres. Ces enfants pauvres ont du mal à accéder à l'éducation. La pauvreté, on l'a dit, est héréditaire et c'est totalement inacceptable. Les enfants
ne sont pas responsables de leur naissance, ils doivent avoir à peu près les mêmes chances dans la vie, donc c'est totalement incompatible avec un fort degré d'inégalité. Et je rajouterai une troisième raison qui est plus d'actualité, c'est que nous avons besoin aujourd'hui de repenser nos économies face aux contraintes écologiques. Il faut faire des efforts, et ces efforts ne seront acceptables que si elles sont équitablement partagées, si chacun a l'impression que tout le monde y contribue de façon équitable. Et si on est dans une société inégalitaire où les plus pauvres auront l'impression que c'est à eux qu'on demande les efforts, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, et ben ces politiques nécessaires pour réduire la contrainte, les contraintes écologiques, pour faire face aux contraintes écologiques, donneront lieu à des très fortes tensions sociales. Et donc, l'écologie demande aussi, la transition écologique demande aussi une transition sociale. Parfait, on accumule les raisons. Donc je me tourne vers Jean-Marc Vittori pour lui poser la même question. Pour quelles raisons, pourquoi lutter contre les inégalités? Alors, d'abord, il y a des raisons morales dans pratiquement toutes les grandes religions. Il y a des principes de lutte contre les inégalités, au moins d'éviter la grande pauvreté. Et puis, dans la religion chrétienne, Jésus, il explique bien que les riches, ils auront des petits problèmes pour aller au paradis. Donc, on a cette notion-là qui est là depuis très longtemps. Il y a aussi, évidemment, des raisons politiques. Il y a des pressions politiques pour lutter contre les inégalités. Par exemple, dans tous les sondages, quand on demande est-ce qu'il faut taxer les riches, il y a une très forte majorité de gens qui répondent oui. Et pour des raisons... On va faire un petit sondage. Qui pense qu'il faut taxer les riches ici? Levez la main. Mais il y en a un, c'est tout. Bon, très bien. On y reviendra peut-être. Et puis aussi, il y a une efficacité de la démocratie. C'est Amartya Sen qui remarque que dans les démocraties, il n'y a pas de famine et que c'est donc tout à fait important. Et puis il y a des raisons économiques. Alors, en réfléchissant un peu, j'ai regardé. Dans le raisonnement économique, au début, peut-être des inégalités n'apparaît pas. Pendant très longtemps, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, les gens qui parlent d'inégalité, c'est Rousseau, c'est Tocqueville. On n'a pas de. Karl Marx ne cite pas le terme inégalité. Je crois qu'il figure à 4 reprises dans les 3 tomes du Capital. Donc, ce thème apparaît en fait dans les réflexions, les débats économiques, seulement au début du XXe siècle, avec les travaux de Vilfredo Pareto, qui travaille sur des données fiscales. C'est à partir de ça qu'il fait des répartitions, notamment de revenus. Ensuite, il a déjà été question de John Rawls, donc je vais pas en reparler, mais voilà, pendant assez longtemps, les économistes ont dit, nombre d'économistes ont soutenu l'idée que les inégalités, ça soutenait la croissance, c'était favorable à l'économie parce que c'était une incitation. Les gens qui pouvaient s'enrichir s'enrichissaient, c'était un motif d'inventer, pour innover, pour se décarcasser, pour faire davantage de choses. Et puis depuis 15-20 ans, il y a une très nette inflexion. J'avais été très frappé par un rapport de l'OCDE qui était sorti en 2015, qui était sur pourquoi moins d'inégalités profitent à tous. Et ça montre, si on m'avait dit il y a 25 ans que l'OCDE produirait ce genre de rapport, j'aurais été très sceptique parce que ce n'était pas du tout la lignée. Donc il y a des nouveaux travaux, une nouvelle réflexion aussi qui montre que même si on reste dans un domaine strictement économique, lutter contre les inégalités, c'est tout à fait précieux. Et pour les raisons qu'évoquait Henri Sterdyniak à l'instant, c'est que, je cite le rapport de l'OCDE, la hausse des inégalités de revenus a des répercussions considérables sur la croissance parce qu'elle limite la capacité des plus pauvres d'investir dans leurs compétences et leur éducation. Et sont visés là les 40% les plus pauvres de la population. Donc il y a aussi des raisons économiques de tout à fait fortes et puissantes de lutter contre les inégalités. Parfait, donc il faut lutter contre les inégalités, mais alors lesquelles? Je rejoue mon tour de table par ordre alphabétique. Anne?
Oh, bah, je pense, hein, ouais, pas mal. Pas de chance, qu'on verra. C'était prévu, vous étiez tous prévenus. J'ai fait une règle d'égalité stricte, c'est l'ordre alphabétique. Rawls parle de la priorité. Il a un terme pour ça, pour la priorité alphabétique. Je le retrouverai. Je vais le trouver. Très bien, merci. J'avais envie de commencer par... priorité lexicographique. Par la question du droit. Puisque le plus fondamental, c'est l'égalité face au droit. Et c'est sans doute les inégalités face au droit qui sont les plus choquantes dans notre société. Du point de vue de la justice, des valeurs, du point de vue de la loi également, quand on pense aux discriminations dont sont victimes un certain nombre de femmes, de personnes en fonction de leur orientation sexuelle, de leur handicap, et massivement en fonction de leur origine, la couleur de la peau. Donc lutter contre ces inégalités, cette petite fraction de discrimination au sein des inégalités, eh bien, c'est certainement une priorité à nos yeux. J'ajouterais qu'en termes de droit, il reste du travail à faire pour atteindre l'égalité en droit. Je pense en particulier aux étrangers qui subissent des inégalités à mes yeux criantes en matière en particulier alors de protection sociale, mais aussi de droit au travail. On chiffre par exemple à l'Observatoire des inégalités qu'il y a 5 millions d'emplois qui restent fermés aux étrangers originaires de pays extra-communautaires, extra-européens. Ce qui, évidemment, en plus des discriminations et d'autres handicaps sociaux ou démographiques, accentue leur inégalité dans le monde du travail et leur taux de chômage. Au-delà de ça, en termes de priorité en matière d'inégalité, eh bien, on pourrait se dire travaillons à la racine, d'où viennent les inégalités. Donc l'éducation, on l'a vu dans le nuage de points, c'est un point majeur à la fois. Je vous coupe pour dire à Jean-Marc Vittori qu'on a fait un super nuage de points pour savoir ce que les gens pensaient derrière leur écran. Apparaît en plus gros le mot éducation. Mais au centre du nuage, voilà, en effet, ça, vous l'avez relevé, pour démarrer, la question de l'éducation et des inégalités dans l'éducation, elle est majeure. Dans un pays où le diplôme va donner accès à des positions extrêmement différenciées selon le niveau de diplôme que l'on a et où les chances de réussite à l'école, vous l'avez souligné également, sont très marquées et fortement déterminées par l'origine sociale des élèves. Je vous ai apporté quelques chiffres qui me semblent frappants. Alors qu'il y a à peu près autant d'enfants d'ouvriers que d'enfants de cadres au collège, au moment où tout le monde est censé suivre la même éducation, eh bien, il y a 3 fois plus. Et je ne parle pas là des grandes écoles et de la formation des hauts fonctionnaires, mais simplement de l'université. Il y a 3 fois plus d'enfants de cadres que d'enfants d'ouvriers à l'université, par exemple. Donc l'élitisme scolaire, c'est d'abord un élitisme social contre lequel il faut lutter et ça suppose de revoir toute la logique de l'école. Je poursuis avec le travail. Alors là, je ne l'ai pas repéré dans le nuage de points. Il était écrit en tout petit. En tout petit, alors que à mes yeux, c'est un autre domaine fondamental dans lequel on repère des inégalités très importantes et très graves. D'abord, la première inégalité, c'est avoir un travail ou pas. En termes de chômage, on laisse souvent entendre que le chômage frappe tout le monde de la même manière, mais c'est loin d'être le cas. Cette question elle est extrêmement inégalitaire. Le taux de chômage des ouvriers non qualifiés, il est 5 fois plus élevé que celui des cadres, pour donner un chiffre. Et puis au-delà du chômage, il faudrait parler aussi travail précaire. Il y a un jeune sur 2 qui travaille et qui a un contrat précaire. Il faudrait parler flexibilité, horaire de travail, conditions de travail, pénibilité du travail. Il y a 60% des ouvriers qui ont un travail pénible physiquement, c'est 10 fois plus que chez les cadres. Donc tous ces domaines en matière de travail. Vous souhaitez que je m'arrête ? Comment vous avez repéré ça? Je fais avec mes lunettes. Je ne sais pas que vous vous arrêtiez comme ça. Je voulais juste, faut être synthétique. Voilà. Pour être synthétique, là, j'ai parlé de traiter les inégalités à la racine, en quelque sorte, s'occuper de là où elles se forment dans l'éducation et dans le travail, mais ça ne doit pas nous empêcher, évidemment, de réparer également. D'ailleurs, cette opposition, elle nous paraît bien stérile, quand on parle de santé ou de logement, c'est à la fois de la prévention et de la guérison. Mais évidemment, l'État
et la protection sociale ont un rôle majeur à jouer. Et là, c'est la lutte contre la pauvreté qui retiendrait toute mon attention. J'espère que vous compléterez. Eh ben, ils vont compléter. Alors, il n'y avait pas le travail, en effet, mais il y avait quand même le chômage dans le nuage de mots. Alors, Jean-Marc Germain, quelle priorité alors en matière de lutte contre les inégalités? Ben, l'école aussi. Moi, vous aurez écrit sur le nuage de mots. Bon, la séance est terminée. Avant le nuage de mots, je l'avais écrit sur mon papier, donc je ne vais pas revenir, mais les chiffres sont vertigineux. 10 fois plus de chances de réussir un bac plus 5 ou plus quand vos parents ont un diplôme, et 6 fois plus d'avoir un diplôme de l'université que quand ils n'en ont pas. Donc il y a des inégalités qui sont massives, et l'enjeu fondamental, je crois, parce qu'après c'est tout le reste qui s'enchaîne, se trouve dans les inégalités scolaires. Ce qui ne veut pas dire qu'on résoudra simplement les inégalités scolaires en réformant l'école, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. On le sait, par exemple, dans les familles, dans la capacité pour les enfants d'avoir accès à un endroit tranquille pour faire leurs devoirs, par exemple, est assez fondamentale. Et donc, ça renvoie aussi à toutes les autres inégalités dans la société. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Moi, je voudrais ajouter après ça les inégalités femmes-hommes. Vous en avez parlé, mais c'est très important et absolument hallucinant aussi, puisque les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, ou au moins aussi bien, et que les inégalités persistent de manière très forte. Alors, on connaît les différences d'écart salariaux, 25%. Parce que souvent on met en avant des chiffres à poste égal, mais la réalité c'est que les femmes et les filles n'accèdent pas aux mêmes carrières et aux emplois les mieux rémunérés que les hommes. Et je crois que la société ne peut pas perdurer et être solide sur ses bases si elle n'est pas capable de résoudre ce problème. Et au sein de cette question-là, il y a les femmes isolées avec enfants, où là, le rapport, c'est pas 25%, c'est 50% de moins pour celles qui sont dans cette situation. Et encore une fois, ça renvoie à beaucoup de réformes de société. J'ajouterais aussi, Henri Sterdignac a commencé à en parler, la question des inégalités de marché. C'est-à-dire que les problèmes dont on parle ont tendance à se creuser. L'éventail des revenus partout dans le monde a tendance à s'étendre de manière absolument dramatique dans des pays qui pourtant devraient être modernes, comme les États-Unis, où aujourd'hui 1% des plus riches détiennent 30% de la richesse nationale, et où au fond, depuis ce que montraient bien les travaux de Thomas Piketty, depuis les années 80, 100% de la hausse du revenu national a été capté par une infime fraction de la société, par ce fameux 1%. Pour tout le reste, c'est une quasi-stagnation des revenus. Donc il faut aussi trouver des mécanismes qui font que ces différences restent des différences et pas des inégalités, parce qu'à la fin, c'est l'ensemble de la possibilité évidemment pour chacun de s'épanouir, mais aussi pour financer les systèmes publics qui se posent, parce que ces revenus-là ont la capacité de s'échapper partout dans le monde. Et puis, avant que vous ne me coupiez, je n'ai pas encore bougé mes lunettes. Je ne peux pas, je sentais que les lunettes commençaient à s'apprêter à bouger. Et sous le voile de l'ignorance, je me suis dit qu'il fallait que j'approche de ma conclusion. Et donc, je voulais parler aussi des inégalités territoriales. Parce qu'au fond, ces inégalités sociales, ces inégalités des chances, elles se sont ancrées dans les territoires. C'est-à-dire que quand vous regardez des statistiques sociales, vous arrivez à expliquer l'ensemble des inégalités, mais après, quand vous regardez comment ça se géolocalise, si je puis dire, c'est dans les mêmes territoires. Et donc, vous avez une grande difficulté à les surmonter, parce que quand vous avez 90% d'enfants en difficulté dans une classe, eh bien, vous ne pouvez pas résoudre ça par une mixité entre des enfants qui réussissent et des enfants qui réussissent mieux, parce qu'il faut arriver à faire cette mixité, par exemple, dans les logements. Et donc, cette question, elle est absolument fondamentale. On a commis des erreurs majeures d'urbanisme dans notre pays en créant des cités dortoirs, des cités ouvrières, qui au départ étaient un magnifique progrès social, mais qui aujourd'hui sont des grandes difficultés pour lutter contre les inégalités, mais ça on en viendra dans notre troisième partie sur les solutions. Très bien, on suit le plan, parfait. Henri, alors selon vous, quelles sont les priorités en matière de lutte contre les inégalités? Il se concentre là. D'abord, bien sûr, pendant très longtemps, on ne s'est pas intéressé aux inégalités, parce que naturellement,
le combat essentiel, la distinction essentielle, c'est une distinction en termes de classe sociale. Et donc, lorsque on parle d'inégalité, on a toujours l'impression qu'en fait, on masque le problème fondamental qui est effectivement la différence entre les classes sociales, le fait qu'il existe une classe sociale dominante, les capitalistes, et puis avec les alliés, l'oligarchie financière, que cette classe sociale jouit effectivement d'un niveau de vie beaucoup plus important que le reste de la population et que par ailleurs, elle a un pouvoir important, le pouvoir d'orienter l'évolution de l'économie, le pouvoir de faire des choix importants. Par exemple, elle a fait le choix de la financiarisation, elle a fait le choix de l'Europe, le choix de l'ouverture, et ce sont des choix qui auraient dû être plus démocratiquement décidés. Et donc, un problème important, c'est effectivement de réduire l'influence politique de cette couche de privilégiés. La seconde grande inégalité, c'est celle qui se place au niveau du travail. On l'a bien vu au moment de la crise sanitaire. On a d'un côté des gens qu'on a appelés les premiers de corvée, qui effectivement, eux, ils ne pouvaient pas rester derrière leur ordinateur, ils ne pouvaient pas bénéficier du télétravail. Ce sont des gens, des manutentionnaires, des caissières, des livreurs qui ont un niveau de vie nettement plus bas que celui de l'ensemble de la population, qui sont beaucoup plus exposés aux accidents du travail. Parmi eux, il y a toutes les professions du soin qui sont majoritairement, enfin quasi essentiellement des professions féminines. Et donc, lutter contre les inégalités, ce serait de leur d'offrir à ces gens indispensables, effectivement, des emplois stables, des emplois bien rémunérés, avec des perspectives, de carrière. Et en dessous, on a encore 12% de Français qui vivent dans la précarité, parce que les emplois industriels, les emplois artisanaux qui existaient jadis et qui permettaient le maintien du plein emploi, ont disparu. Et ces gens sont victimes d'un système qui se propage, comme on l'a dit, de manière héréditaire. Il est très difficile, quand vous êtes né dans une famille pauvre, d'en sortir, pour les raisons que Jean-Marc Germain a dit. Et donc, il faudrait tourner nos politiques d'éducation et nos politiques sociales beaucoup plus vers ces gens-là. Et pour terminer, bien sûr, la grande inégalité, c'est celle qui frappe généralement les enfants. Les enfants sont surreprésentés parmi les pauvres dans notre société. C'est totalement intolérable qu'on ait 20% des enfants qui sont classés parmi les pauvres. Ça concerne principalement les enfants, comme on l'a dit, des familles monoparentales et les enfants des familles nombreuses. On a eu une dégradation des prestations familiales au cours du temps, qui s'est fait dans l'indifférence générale, si on peut dire. On n'a jamais vu les familles aller manifester comme on voit manifester les retraités. Et là aussi, ça aboutit à créer une injustice fondamentale de notre société. Parfait. Jean-Marc Vittori, vous, quelles seraient vos priorités en matière de lutte contre les inégalités? Enfin, quelles inégalités contrer en priorité? Alors, je vais essayer de me retenir très fort par l'éducation, même si je vais fatalement y venir. Comme journaliste économique, je commencerai d'abord par les inégalités économiques et évidemment, en la matière, les plus choquantes, celles contre lesquelles il faudrait lutter en priorité, c'est évidemment les inégalités de patrimoine et aussi les inégalités nées de la rente.
un exemple parmi d'autres, mais Bill Gates est l'un des hommes les plus riches du monde, pas en raison de son génie entrepreneurial, mais parce qu'il y avait un défaut dans la conception de la propriété intellectuelle des logiciels. Et donc, il a profité d'une rente indue absolument colossale. Il paraît qu'il nous regarde là pour le moment, M. Gates. Tant mieux. Égalité. Alors ensuite, ça amène tout de suite à se poser des questions. Inégalité de revenus. Il faut lutter contre les inégalités de revenus ou de niveau de vie. Si vous avez un certain revenu à Paris, vous ne vivez pas avec le même niveau de vie si vous vivez à 500 km de Paris en milieu rural. Donc, il y a toute une série de questions que ça pose. Ça pose aussi la même question sur la politique familiale. Est-ce qu'il faut lutter contre les inégalités entre les gens qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas? Il y a eu des réponses très variées au fil du temps qui ont été données à cette question en France. Inégalité entre générations aussi. Il y a un demi-siècle, la pauvreté, c'était une affaire de seniors, c'était une affaire de retraités. Aujourd'hui, c'est devenu une affaire de jeunes. Il y a une inéquité, il y a un vrai problème en la matière. Mais évidemment, l'inégalité contre laquelle, moi, ça me paraît le plus nécessaire de lutter, c'est l'inégalité des chances. On vit dans un pays où il y a un déterminisme social. Ça a déjà été souligné de différentes manières. Je vais rajouter un chiffre encore un peu différent. Un déterminisme social qui est très fort. C'est le calcul qu'avait fait l'OCDE en comparant dans différents pays. En France, il faut, alors c'est un calcul un peu compliqué, mais Monsieur Germain l'a déjà dit. Il faut 6 générations pour que les enfants de familles modestes se hissent au niveau du revenu moyen. Donc c'est beaucoup trop lent. Mais ensuite, qu'on veut lutter contre les inégalités, on a tout de suite des questions qui sont compliquées. Par exemple, les retraités, pour revenir à eux, il y a une inégalité fondamentale qui est celle de la profession exercée. Les cadres ont une espérance de vie de 6 années de plus que les ouvriers. Faut-il que les cadres aient 6 années de moins de retraite pour équilibrer ça, pour qu'ils aient une espérance de retraite qui soit la même que celle des ouvriers? Oui, ce qui amène une autre question. Bien sûr. Alors, ça pose toute une série de problèmes techniques, mais ça pose aussi une autre question, c'est que les femmes ont une espérance de vie plus grande que les hommes. Faut-il alors à ce moment-là, voilà, je crois que il faut lutter contre beaucoup d'inégalités. Il faut aussi se poser la question jusqu'où et comment être efficace dans cette lutte contre les inégalités. Très bien, je propose que Henri repasse le micro à Anne, parce que même si ça fait un peu figure imposée, suivons ce qu'on s'est dit, pour une troisième question. Alors, vous avez vu nos journées, la grande dossier de la protection sociale. On a un grand titre, la protection sociale post-Covid, une nouvelle ère. Alors voilà, s'ouvre une nouvelle ère, on enlève le point d'interrogation. Qu'est-ce que l'on doit faire? Quels instruments privilégier pour lutter contre les inégalités? Bon, alors, j'aurais pu choisir travail, éducation, logement et parler d'autres choses que de la protection sociale, mais justement, j'avais plutôt envie en matière de moyens de lutte contre les inégalités, de revenir à la protection sociale, de commencer par souligner d'abord qu'on a vu la puissance, la force de la protection sociale dans notre pays, en particulier au cours de l'année et demie qu'on vient de traverser, mais on a aussi pu repérer les trous dans la raquette. Ils existaient avant et ils persistent et ils sont d'autant plus visibles en période de crise économique majeure. La proposition dont je voudrais vous parler, elle a été élaborée par Noam Léandri et puis Louis Morin, qui sont respectivement président et directeur de l'Observatoire des inégalités, qui en étant assez proche par là de propositions similaires du CESE, du Secours catholique et d'autres associations qui luttent contre la pauvreté, elle consiste à dire qu'il faut revoir l'échelle des minima sociaux. On parle d'un revenu minimum unique, donc il ne s'agit pas du tout de créer un revenu de base, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, mais plutôt d'unifier les minima sociaux et de prendre le président de la République lorsqu'il présentait le plan de lutte contre la pauvreté au mot. Il faut éradiquer la grande pauvreté. Et donc, notre proposition, elle consiste à relever l'ensemble des minima sociaux, comme ça a déjà été fait pour le minimum vieillesse, pour l'allocation adulte handicapé, au niveau du seuil de pauvreté que l'on retient aux alentours de 900 €, 50%, la moitié du niveau de vie médian, pour l'ensemble des minima sociaux.
Ça veut dire donc deux choses. Ça veut dire que pour les chômeurs de longue durée, pour les allocataires du RSA, eh bien relever le niveau du minimum social, parce que avec moins de 500 €, le niveau nous semble indécent pour vivre correctement dans un pays riche. Et puis ça veut dire aussi l'ouvrir à ceux qui n'y ont pas droit aujourd'hui. Et en particulier, j'ai évoqué les étrangers tout à l'heure, mais il y a aussi tous les jeunes de moins de 25 ans qui aujourd'hui n'ont pas le droit à un minimum social et qui sont laissés à la solidarité de leur famille. On a vu comment le déterminisme social était majeur dans notre pays, et donc il y a un grand nombre de jeunes qui sont laissés sans ressources et sans droit à un minimum social. Donc la proposition que j'avais envie d'évoquer ce soir, c'est la création de ce minimum unique. Donc Noam Léandri et Louis Morin ont chiffré, ça coûte cher, mais à combien ça reviendrait de faire cela? Ils évaluent à 7 milliards, donc en comparaison des 200 milliards qu'on vient de dépenser, évidemment. Mais vous inquiétez pas, c'est habituel que Henri fasse comme ça. On ne sait jamais trop si ça veut dire c'est évident ou c'est n'importe quoi, mais allez-y. Et on peut le comparer peut-être plus justement aux 20 milliards de la taxe d'habitation dont on vient de se priver en termes de recettes fiscales. Et ça permettrait de donner enfin droit aux jeunes de 18 à 25 ans à un minimum social et à sortir de la misère pour ceux qui ont le moins de ressources. Merci. Enfin, moi, je trouve que c'est une proposition carrée, bétonnée, que l'on peut trouver sur le site de l'Observatoire des inégalités, entre autres choses, et versée au débat au pluriel du revenu universel, du revenu universel. Voilà, et puis peut-être du revenu d'engagement dans quelques jours, là, qui sans doute n'amènera pas le minimum social des jeunes à ce niveau ambitieux, mais on pourrait imaginer d'atteindre au moins le niveau du RSA. Reste à voir si ça sera un vrai droit social ouvert aux jeunes ou une nouvelle micro ou grande extension, je ne sais pas, de la garantie jeune qui reste contingentée, donc qui ne répond pas à nos yeux entièrement aux besoins sociaux. Unification des minima sociaux et établissement au niveau du seuil de pauvreté à 50%. C'est ça, c'est les deux volets de cette proposition. Alors, Jean-Marc Germain, quels seraient vos instruments, un ou plusieurs, pour incarner cette nouvelle ère de la protection sociale, en tout cas pour mieux lutter contre les inégalités? Alors, c'est le moment d'abord de faire la pub pour les comptes distribués dont vous avez parlé, et ceux qui nous regardent se demander ce qu'est cette chose-là. En fait, c'est un outil très important et très simple, enfin en tout cas qui vise à répondre à une question très simple, qui est dans notre système de protection sociale, fiscalo-sociale, des États, enfin à quoi servent les impôts qu'on paye et les cotisations sociales. Donc qui paye quoi? Ça, c'est assez classique, encore que souvent on oublie la TVA, donc les exercices sont assez incomplets. Et puis surtout, qui reçoit quoi? Et là, en général, on prend les prestations sociales, on en vient de parler du RSA, bien sûr le chômage, les retraites, etc. Mais on oublie quelque chose qui représente plus de la moitié des dépenses publiques, que sont les services publics. Et donc on a fait un exercice de valoriser ce que représente l'école monétairement pour chacun en fonction de sa situation sociale, ce que représente la santé. On a des données de remboursement de soins, donc on sait à qui bénéficient les remboursements de soins, et puis des choses un peu plus délicates, mais en fonction par exemple de la localisation des commissariats de police, qui bénéficient plus ou moins et des autres fonctionnaires des services publics qui eux sont pas individualisables. Que montre ce travail? D'abord que la redistribution en France est importante. Alors, tout le monde le sait, mais on met des chiffres derrière ça. Les inégalités de marché entre les 10% les plus faibles et les 10% les plus riches, c'est de 1 à 13. Quand on fait le calcul classique, juste en regardant ce qu'on paye comme un impôt monétairement et ce qu'on reçoit comme prestation, on passe de 1 à 7. Quand on intègre les services publics, on passe de 1 à 3. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a beaucoup de redistribution. Est-ce qu'on peut faire plus? Sans doute. On a fait un calcul qui regarde avec un système où tout le monde, on parlait de Rawls tout à l'heure, aurait le même niveau de vie à la fin du fin. Combien est-ce qu'on redistribue aujourd'hui? On redistribue 50% de ce qui est redistribuable. Par exemple, les plus riches, les 10% les plus riches de notre pays, touchent 600 milliards de revenus du marché sur les 2000 milliards de revenus national net. Ils en reversent 200 quand même, 200 milliards, mais il en reste 400. Alors que la moyenne, c'est 200. Donc,
on peut redistribuer plus, mais sur un certain nombre de personnes qui paient déjà beaucoup et qui sont porteurs de ce qu'on appelle le ras-le-bol fiscal. Principalement, les contributeurs nets de notre système, c'est les 50-65 ans et cadres ou chefs d'entreprise, et tous les autres sont bénéficiaires nets. Première chose, on redistribue beaucoup. On peut redistribuer plus, mais sur une partie assez faible de la population. Et en termes, quand on regarde plus finement, il y a un décrochage sur les 2% les plus riches en France. Mais ce que montre surtout ce travail-là, c'est que le principal contributeur à la réduction des inégalités, c'est les services publics gratuits ou quasiment gratuits, école, santé, pour faire court, un peu logement. Aussi, oui, mais c'est plus difficile à mesurer parce que c'est plus difficilement individualisable, et les retraites. Et donc, pour répondre à la question qui est la nôtre et qui colle vraiment dans ce qui est votre sujet, je crois qu'on a parlé de l'école, donc j'en reparle pas, mais ce qui est absolument fondamental, c'est l'accès aux services publics. L'accès, on voit bien qu'il y a des débats immenses dans notre pays qui créent du sentiment d'injustice, peut-être qui sont en partie responsables du mouvement des Gilets jaunes, c'est les déserts médicaux. Et donc cette question, elle est absolument, on l'oublie souvent, mais absolument fondamentale pour la réduction des inégalités. Et puis deuxième élément, c'est un débat qui a été d'une actualité, qui va peut-être le redevenir, ou qui le sera en tout cas dans les années qui viennent, c'est la question des retraites. C'est-à-dire que les systèmes de retraite sont immensément redistributifs. Il faut savoir que, par exemple, quelqu'un qui ferait toute sa carrière identique à celle d'une personne non diplômée ou qui aurait eu juste le brevet des collèges, touche sur toute sa retraite 2 fois plus que ce qu'il a cotisé. Et un cadre touche 1,1 fois plus que ce qu'il a cotisé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un problème des régimes de retraite. Aujourd'hui, ça va parce qu'il y a plus d'actifs, beaucoup plus d'actifs que de retraités, mais avec l'entrée en retraite des baby-boomers, ça a déjà commencé, mais qui ont des niveaux de diplôme plus élevés, il y a un problème global. Mais toute réforme des retraites qui considère qu'on va avoir que ce qu'on a cotisé financièrement crée un énorme problème sur les inégalités, et notamment dans ceux qui ont déjà subi l'inégalité scolaire et qui ont subi l'inégalité sur toute leur carrière. Et donc, quelle que soit la philosophie qu'on peut porter sur le régime, il y a un énorme risque de retrouver ce qui était la situation au début des années 80, c'est qu'il y a un certain nombre de retraités qui retombent dans la pauvreté alors qu'ils en sont sortis. Et donc, on peut défendre des systèmes par points, à condition de dire ce que c'est les points, mais il faut avoir un œil extrêmement attentif sur la situation, notamment des plus modestes et de ceux qui ont eu des carrières hachées, qui ont eu des faibles diplômes, les ouvriers non qualifiés et les employés, et les femmes bien sûr. Je parlais tout à l'heure du fait qu'elles avaient, quand elles ont des enfants et qu'elles sont isolées, un revenu, un salaire qui est 2 fois moindre que leur équivalent masculin, et ben, ça se traduit aussi dans la retraite. Parfait. Alors, de temps en temps, je regarde la tablette parce qu'il y a des questions qui nous arrivent là, du monde entier, finalement, de Bill Gates ou autre. Il y en a une très simple, c'est où trouver ces documents INSEE. Je crois que vous avez fait un rapport en février d'un groupe d'experts, donc ça se trouve sur le site de l'INSEE, et également un papier dans Portrait social. Voilà, il y a un rapport d'un groupe d'experts, d'ailleurs, qui a réuni à peu près tous ceux qui travaillent sur les inégalités en France, qui a été traduit en anglais aussi, parce qu'il faut savoir que l'ONU est en train de réviser les systèmes de comptes nationaux et que l'INSEE, en particulier la France en général, plaide pour que ça devienne une production obligatoire de tous les pays. Et tout ce que je vous ai dit pourrait être comparé d'un pays à un autre, ce qui est éminemment intéressant. Et puis effectivement, dans le dernier numéro de l'INSEE sur les études qui sont faites annuellement sur les revenus et les patrimoines des Français, il y a une étude spécifique, justement, qui est la première exploitation de ces comptes distribués. Et il y en a une autre qui va apparaître dans les semaines qui viennent et qui, elle, va regarder, là, ça regarde ces inégalités en fonction du revenu, qui va les regarder en fonction du niveau de diplôme, on en a parlé, de la catégorie socio-professionnelle, du lieu d'habitation. Est-ce que on évoquait tout à l'heure ceux qui avaient des loyers plus élevés, donc qui pouvaient fonder des inégalités salariales. Est-ce que les franciliens sont mieux lotis que les habitants des grandes villes ou que
que les ruraux. Bref, cette comptabilité distributionnelle, c'est ça, d'être capable du premier euro au dernier euro, de savoir qui paie quoi, qui reçoit quoi et en quoi ça a conduit à l'amélioration ou à la détérioration des situations. Parfait. Donc, après cette table ronde, par ordre alphabétique, vous allez sur le site inégalité.fr, puis INSEE.fr. Puis, si vous voulez, vous vérifiez, ça marche. Henri, quelles seraient vos priorités, vous? La première priorité, je vais être moins extrémiste, malheureusement. C'est bien la première fois, là. Donc, ma première priorité, c'était de sortir tous les enfants de la pauvreté et d'augmenter massivement le RSA pour les familles avec enfants, de manière à ce que les enfants sortent de la pauvreté. Alors ensuite, comme on l'a dit, il y a un trou énorme dans notre raquette. Hein. Le déroulement de la vie s'est reculé, si on peut dire, de 5 ans. On a reculé l'âge de la retraite, mais il y a un trou qui est apparu, c'est les jeunes de 18 à 23 ans. Et donc là aussi, il faut des mesures fortes pour eux. Et là aussi, je suis moins extrémiste, c'est-à-dire que je pense qu'il faut une allocation d'insertion pour les jeunes à la recherche d'un emploi qui donne déjà des droits à la retraite. Et je pense qu'il faut des bourses d'études suffisantes pour tous les jeunes issus des couches populaires, de manière à ce qu'ils puissent faire leurs études sans avoir à travailler. Et pour financer, j'avais une suggestion qui était d'augmenter massivement les droits de succession, de supprimer un certain nombre de privilèges qui sont totalement exorbitants, les privilèges de l'assurance vie, le fait que le décès purge les plus-values, donc ce qui permet de l'évasion fiscale dans les couches sociales les plus riches, de limiter aussi les privilèges de transmission des entreprises. On trouvera facilement les 7 milliards dont on a besoin pour effectivement éradiquer la pauvreté des enfants. Le second instrument dont je voudrais parler, c'est qu'il faudrait que personne ne soit laissé sans solution. C'est-à-dire qu'une personne que les entreprises refusent d'employer parce que trop âgé, parce que des problèmes de santé, parce que des compétences un peu périmées, on puisse lui donner une solution, et une solution qui soit un emploi de dernier ressort dans une association, dans une collectivité locale, de manière à ce qu'on ne laisse personne sur le bord de la table. Et ma troisième solution, ma troisième suggestion, mais là, elle est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce que ça concerne les entreprises, les grandes inégalités, ça vient au niveau des entreprises et il faut lutter contre le précariat au niveau des entreprises, la sous-traitance, limiter fortement le développement de l'auto-entrepreneuriat qui fait qu'on a des jeunes qui sont privés de tous les droits du travail, et puis en sens inverse, il faut pénaliser les revenus excessifs des dirigeants d'entreprises et des financiers, parce que lutter contre les inégalités, c'est à la fois promouvoir les plus pauvres et également c'est diminuer les pouvoirs et les revenus des plus riches. Parfait. Jean-Marc Vittori, vous avez le micro et la baguette magique. Là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut distinguer inégalité vers le haut, inégalité vers le bas. Inégalité vers le haut, l'instrument, c'est évidemment logiquement l'impôt. Et je suis comme Henri Sterdignac très favorable à un relèvement très très massif de l'impôt sur les successions étant l'un des mécanismes d'inégalité les plus injustes et les plus injustifiables qui soient, à ceci près que les Français y sont extraordinairement attachés. Donc on a un vrai problème d'économie politique de cette réforme, il faut l'avoir en tête. Ensuite, sur inégalité vers le bas, ce qu'il faut faire, évidemment, ça a déjà été évoqué de plein de manières différentes, mais c'est renforcer le filet contre la grande pauvreté, et en particulier pour les enfants.
Et donc ça, il y a le filet existe, les mailles sont serrées, mais il y a même des trous, il faut ravauder, il faut réfléchir, il faut penser à des nouvelles formes de pauvreté. Je pense notamment à ce qui s'est passé, ce qu'on a découvert depuis 18 mois avec cette crise économique d'un type très particulier. On a vu des nouvelles populations tomber dans la pauvreté, très très mal appréhendées par les dispositifs traditionnels. Et je pense aussi à quelque chose qui date de bien plus longtemps, mais pour lesquels les dispositifs sont encore très très parcellaires, qui est les familles monoparentales. Deuxième point sur la protection sociale. Alors, il y a eu un certain nombre de points qui ont été évoqués. Je crois aussi qu'il y a un travail absolument important à faire et qui va permettre aussi de récupérer des situations chez les moins aisés, qui est de simplification énorme du dispositif. Il y a une courbe, moi, qu'a fait, plutôt une droite d'ailleurs, qu'a fait Marc de Basquiat, qui est l'un des propagateurs de l'idée de revenu universel. Il a pris par catégorie de revenus l'ensemble des prélèvements et l'ensemble des subventions, allocations, etc. Et quand on regarde, donc ça recouvre des centaines de dispositifs. Et quand on regarde, on a quelque chose qui est tout droit. C'est-à-dire qu'on a des centaines de dispositifs qu'on pourrait remplacer par un seul mécanisme. Alors, je sais bien que c'est un peu utopique, mais on a tout de même un vrai travail à faire là-dessus, tout en sachant qu'il y a plein de dispositifs dont peuvent bénéficier les moins aisés, dont en fait, ils n'en profitent pas, soit parfois parce qu'ils ne veulent pas être stigmatisés, donc là, il faut trouver un moyen de contourner, mais aussi parfois parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc là, il y a vraiment un gros travail. Et l'information est aussi un instrument de lutte contre les inégalités. Vous évoquiez, Jean-Marc, le fait que la santé et l'éducation étaient des moyens de lutter contre les inégalités assez efficaces. Mais on sait bien aussi que les populations les plus aisées savent beaucoup mieux se repérer dans les méandres de l'hôpital et des dispositifs de santé, ou dans les méandres encore plus tortueux du système éducatif, des filières, etc., que les familles les moins aisées. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Enfin, dernier point, on en revient tout de même toujours à ça, je crois que c'est les plus jeunes enfants. Il y a un vrai travail à faire. Là, je pense aux travaux du prix Nobel d'économie James Heckman, qui montrent que l'investissement le plus efficace que peut faire une société, c'est lutter contre les inégalités à 6 mois, 12 mois, 18 mois de l'enfant. Et donc ça suppose des dispositifs qui n'existent pratiquement pas en France, et là je crois qu'il y a un énorme travail à faire, sans aller, alors là on pourrait dire, la méthode la plus efficace c'est le kibbutz. Les enfants, ils sont séparés de leurs parents, et comme ça on lutte contre cette inégalité très forte, les inégalités culturelles que transmettent leurs parents aux enfants. Je ne pense pas que ça soit la solution, mais il faut trouver d'autres dispositifs et qui agissent beaucoup plus tôt que ce qu'on fait actuellement. Platon le proposait d'emblée dans sa République. Voilà, on termine en philosophe. Quand je dis on termine, c'est parce que le temps imparti est presque en train de s'achever. Je pense qu'on a fait un large panorama autour de la problématique des inégalités et des problématiques des politiques publiques contre les inégalités. Il ne faudrait pas donner l'idée quand même assez fausse que vous seriez absolument d'accord sur tout. Dans tout ce que vous avez pu évoquer, on pourrait rebondir et entrer très précisément et voir que vous n'êtes pas forcément dans une convergence absolue. Mais ce n'était pas le lieu. Je précise que, je vous l'avais dit, cette belle table ronde est enregistrée, au-delà d'être diffusée en direct, et elle sera utilisée dans le cadre de la réforme de l'ENA, dans le contexte d'un tronc commun de formation qui est proposé à l'ensemble des élèves des grandes écoles de services publics, dans le cadre d'un de leurs thèmes en commun, qui est celui des inégalités et de la pauvreté. Je pense qu'on a réussi à mettre le débat haut sur ces dossiers. Alors j'ai reçu plein de questions, et en 1-2 minutes, il y en a une qui a trait à ce tronc commun, puisque voyez-vous, on me dit, et je prends mes lunettes parce qu'elles me servent à autre chose que de dire parler un peu moins, ne faudrait-il pas adapter les épreuves des concours des grandes écoles, et on cite même le N3S et l'ENA, il est difficile pour des personnes avec des origines sociales défavorisées de rattraper le capital culturel malgré les études supérieures. Donc c'est une façon de rebondir sur ce tronc commun des écoles de services publics, sachant qu'on a souligné l'importance des services publics. Qu'est-ce que vous en pensez? Henri n'en pense rien. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée que de dire on admet plus, sous des critères universitaires plus lâches ceux qui sont d'origine populaire. Je pense que la solution, c'est d'aider ces personnes d'origine populaire durant leurs études à effectivement atteindre un niveau satisfaisant, correct, et c'est tout à fait possible. Jean-Marc 1, parce qu'après on aura Jean-Marc 2.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Henri et j'ajouterais qu'il faut peut-être par contre, comment dire, changer un peu d'état d'esprit dans l'ensemble du système qui aujourd'hui est quand même trop concentré sur l'idée de fabriquer le major de Polytechnique et le major de l'ENA. Ce qui est très bien d'avoir un major de Polytechnique et un major de l'ENA. Il y a 2 polytechniciens, je crois, à cette table. Ce qui n'est pas très bien, c'est de considérer que tous ceux qui ne sont pas majeurs de l'un ou de l'autre sont en échec scolaire. Et c'est là où on a un problème fondamental. Je crois qu'il faut qu'on respire, que les enfants s'épanouissent. On peut s'épanouir en faisant des choses très difficiles, mais en étant en permanence noté. Moi, j'ai un gamin qui était en première année de fac à la Sorbonne, qui essaye de faire aussi bien que Polytechnique, que l'ENA ou toutes ces formations-là, et qui fait que tous les jours, vous êtes noté, vous avez des QCM à faire. Si vous n'avez pas fait le QCM, vous n'avez pas le polycopier. Si vous n'avez pas le polycopier, vous ne pouvez pas vous faire vos TD. Bref, il y a une espèce de... Au fond, à l'image d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est une des... Enfin, Henri en a parlé un petit peu des difficultés qui se trouvent dans l'entreprise et de précarité. C'est que le numérique apporte de formidables progrès dans tous les domaines, mais est aussi une forme d'oppression, comme on disait quand on parlait du capitalisme, à la fois des salariés, mais aussi des étudiants, qui contribuent à accroître ce malaise-là. Donc gardons l'excellence, mais multiplions les façons de s'épanouir et la valorisation des enfants, quel que soit le domaine dans lequel ils sont, qu'ils soient professionnels. Moi, je crois beaucoup, par exemple, aux formations en alternance, quel que soit le niveau. Vous voulez être professeur, vous voulez travailler à l'INSEE, vous voulez avoir un métier manuel, et bien dans tous les cas, il faut qu'à partir de 18 ans, on commence à mettre un pied dans le futur endroit où on va travailler, qu'il soit dans le public, dans le privé, et que ce pied soit de plus en plus important et que le lien avec les études soit de moins en moins fort et qu'à la fin, vous ayez fait cette transition de manière douce, de manière rémunérée. Je n'ai pas eu le temps de finir de développer tout à l'heure, mais le pays dans lequel il n'y a quasiment pas d'inégalité d'une génération sur l'autre, c'est un pays qui forme tous ces jeunes en alternance. À partir de 18 ans, ils ont tous une rémunération, et de 18 à 25, ils sont tous un pied dans l'entreprise et un pied dans le système universitaire. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel, et ça nous permettra de continuer à avoir des hauts fonctionnaires qui sont des têtes brillantes, qui auront une grande mixité, mais qui auront pas, enfin, ce système n'aura pas pour conséquence de dévaloriser tous les autres. Merci. Il faut donc que les jeunes prennent leurs pieds et placent au moins un pied dans l'activité. Jean-Marc Vittori. Alors, tout à fait d'accord sur le fait que le problème est en amont et qu'il faut le régler en amont. Il y a peut-être même un petit travail à faire auprès des jurys pour qu'ils se rendent davantage compte de la dimension culturelle de leurs interrogations. Voilà, tout de même. Mais le troisième point, c'est celui que disait l'autre Jean-Marc, c'est le fait qu'il faut absolument ouvrir aussi les carrières. Ça a été le cas quand vous regardez à la tête des grandes entreprises, les profils de recrutement ont beaucoup évolué sur une trentaine d'années. Il y a encore du travail à faire, mais ça a beaucoup évolué. Je pense que dans le secteur public, ça a moins évolué et qu'on a donc le rang de sortie de l'école il y a 20, 30, 40 ans reste quelque chose d'absolument essentiel pour s'imposer dans certains postes. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra évidemment avancer, il faudra changer les choses. Quand n'importe quel étranger arrive en France, c'est l'une des choses qui saute aux yeux. Anne, vous avez le mot de la fin. C'est peut-être sur ce sujet, mais vous pouvez en profiter en trichant, en disant mais non, ça n'a aucun intérêt, je parle d'un autre sujet. Enfin, d'accord, merci. D'autant que je n'ai pas vraiment un avis à donner compétent sur le concours de l'ENA. Ce qu'on constate, nous, dans nos chiffres, c'est quand on prend les 4 grandes écoles les plus prestigieuses, il n'y a aucune évolution sur la longue durée ou sur les années plus récentes dans la composition sociale, malgré tous les
efforts, j'ai envie de dire prétendus efforts d'ouverture sociale des grandes écoles, mais que un petit peu comme sur d'autres sujets, se focaliser sur l'élite, les postes de cadre, etc. Je pense aussi à la question des femmes et des hommes dans le travail. Eh bien, ça peut masquer, et là je rejoins Jean-Marc Germain, ça peut masquer bien d'autres questions en matière d'égalité à l'école. Et donc sur cette question de l'éducation, je vous rejoins entièrement. Moi, je mettrais plutôt la focale sur comment faire pour éviter le décrochage scolaire, pour éviter que près de 10% d'une génération sorte sans diplôme. Ça me paraît une question qui me préoccupe plus que le concours de l'ENA, même si je comprends que nos spectateurs ce soir soient impliqués dans cette question. Et mieux que ça, il n'y a pas que l'ENA dans la vie, il y a plein d'écoles de service public pour la police, les gendarmes, les vétérinaires, la sécurité sociale dont vous voyez le logo ici extraordinaire, une école très bienveillante d'ailleurs, il n'y a pas le travail, les inspecteurs du travail, etc., etc. Bien, de toutes les manières, le temps imparti est écoulé. Je vous propose que derrière vos écrans, vous fassiez une standing ovation, on ne pourra pas vérifier, pour remercier nos 4 participants, car je suis au moins moi, donc c'est déjà ça, content de ce qu'on a pu réussir à produire en si peu de temps. Donc merci à vous 4. Merci.